cette version-là, elle n'était pas nécessairement prévue. Elle n'était pas nécessairement prévue au départ. Peut-être, désolé, je vais commencer par me présenter. François Lagagnère, je suis l'associé qui est responsable du développement d'affaires chez Consortec. Cette présentation-là, dans le fond, découle du prix Excellence FME qu'on a lancé pour la première fois cette année, qui était un prix nord-américain ou international, dépendant de l'angle dans lequel on le prend, justement visant à récompenser les meilleurs projets qui ont été faits avec la technologie FME et puis d'autres technologies, évidemment, aussi. Là. À la base, on avait trois catégories qui étaient un petit projet ingénieux. Il y avait le meilleur projet d'automatisation, puis il y avait le projet qui sortait des sentiers battus, donc on appelle en bon français out of the box. Suite à ça, on a reçu vraiment beaucoup de projets, puis la totalité était intéressante, mais il y en avait vraiment plusieurs qui se démarquaient. Donc, ce qu'on a choisi, c'est d'avoir des mentions spéciales. Puis comme j'expliquais à Danny Gauthier d'Hydro-Québec, entre autres, leur projet, il était tellement spécial que on ne savait pas trop quoi faire avec. Puis à ce moment-là, ce qu'on a dit, on va avoir des mentions spéciales. Puis ce qu'on s'est rendu compte après ça, en faisant le travail de mention spéciale sans nécessairement porter d'attention à la provenance des projets, on s'est rendu compte à la fin qu'on avait 3 projets québécois qui avaient soit gagné un prix, je dirais, original, qui était le projet de la ville de Terrebonne, mais qu'on avait, comme je disais, trois projets québécois qui avaient soit un prix ou une mention. Donc, on a dit, ça serait intéressant justement de faire une présentation typiquement québécoise en français de ces projets-là. Donc, nous y voici aujourd'hui. Et puis, dans le fond, ces 3 projets-là, vous allez voir aujourd'hui, si tu peux faire avancer la présentation, Dani. Les 3 projets qui vont être présentés aujourd'hui, justement, dans la catégorie meilleur petit projet efficace, qui a eu une mention, justement, spéciale du jury. Donc, c'est la ville de Victoriaville. Projet qui va être présenté par Daniel Alvarez. Et puis, dans les projets, ça a donné que dans les 3 projets, il y en avait 2 qui sortaient des sentiers battus. Donc, celui qui a remporté la palme, celui de la ville de Terrebonne, qui sera présenté par Lucie Boucher en second lieu. Et puis, après ça, celui d'Hydro-Québec, vous allez voir, qui est réellement hors des sentiers battus, je dirais, dans un contexte GIS tel qu'on le connaît par les utilisateurs, je dirais, plus traditionnels de FME. De la façon que ça va se passer, on a 1 heure de webinaire, donc les présentations vont durer peut-être un petit peu moins, à peu près un petit 15 minutes. Normalement, on donne après ça un 3, 4, 5 minutes de période de questions, dépendant de la durée des présentations. Si jamais il y a des présentations qui débordent un petit peu, on pourra réduire le temps de questions et réponses. Puis, je vais pouvoir gérer aussi le volet questions et réponses. Donc, vous avez des questions on the fly. Je vais les gérer. Si jamais c'est pertinent, je vais peut-être interagir avec le présentateur de façon live, de façon directe, ou sinon, on attendra à la fin si c'est plus pertinent aussi. Donc, sans plus tarder, je vais justement passer en mode présentateur à notre premier présentateur qui est Daniel Alvarez de la ville de Victoriaville. Merci. François, est-ce que tu peux me donner accès? Oui, il y avait quand même un petit lag, mais ça vient d'arriver. Parfait. Donc, je partage mon écran. Et je démarre la présentation. Voilà. Donc, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est notre projet de carte interactive sur le zonage, qui est une carte interactive publique, donc accessible à tous les citoyens, les promoteurs et autres professionnels là, à la ville de Victoriaville. Et c'est un projet là, qui intègre justement une carte interactive et les outils de préparation des données là, avec FME. Donc, ici, un petit plan rapide de la présentation, là, une petite mise en contexte du projet que je vais faire au début. Je vais vous montrer les enjeux potentiels. Je vais vous montrer également le processus de développement et les éléments qui ont été nécessaires là, à l'intégration pour le développement de cette application-là. Et plusieurs exemples, quelques exemples
de ce qu'on peut faire avec cette carte interactive-là, mais surtout des exemples de ce qu'on peut faire avec de nouveaux outils qui ont été rendus possibles là, grâce à FME. Je vais revenir là, sur les objectifs visés et surtout sur les bénéfices là, reçus. Alors, la demande originale, le projet a été créé parce qu'il y a eu une demande de l'urbanisme qui nous demandait de créer une carte interactive pour informer les citoyens, agents d'immeubles, promoteurs et autres professionnels là, sur les principaux éléments là, de la réglementation du zonage. Puis ça, évidemment, sans intermédiaire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis une application qui soit surtout simple d'utilisation. Cette application-là devra permettre l'utilisation de différentes fonctions pour la recherche de propriétés selon différents critères, là, que ce soit les usages permis, que ce soit un numéro de zone, dimension de terrain, puis autres informations sur la propriété. Jusque-là, ça semblait simple. En analysant cette demande-là, on se disait, ben, ça va être simple, on va créer tout simplement une page, une carte interactive avec Web App Builder. Sauf que lorsqu'on a créé le premier prototype là, pour montrer à notre client, qui est le service d'urbanisme dans ce cas-ci, il disait, oui, c'est bien beau, là, la recherche par critères, vous avez réussi là, à rencontrer notre demande, sauf que ce qu'on veut, c'est être capable de permettre une recherche plus poussée, c'est-à-dire multicritères, là, à la fois sur le zonage, donc sur les usages permis, et à la fois sur des données sur la propriété. Donc, il y a une limite actuellement avec Web App Builder, c'est qu'on peut faire des recherches seulement sur une couche géospatiale à la fois. Et donc, vous le savez sûrement, là, comme c'est facile d'utiliser FME, là, fait qu'on a utilisé FME pour tout simplement générer une couche de recherche qui est faite à partir de la couche de zonage et couche de propriété. Puis évidemment, cette couche-là est remise à jour automatiquement là, à toutes les semaines pour pouvoir donner une donnée à jour là, aux utilisateurs. Donc, FME comble la lacune de ArcGIS Web App Builder dans ce cas-ci. Ça, c'est un des workbench FME qu'on a fait. Je vais vous en montrer deux autres. Donc, ici, je vais vous parler des enjeux avant. Donc, c'était important qu'on garde en tête pendant le développement là, que le règlement de l'urbanisme, il est vraiment en constante évolution, on le sait. Il y a des changements sur le zonage presque à chaque conseil. Et donc, il fallait garder ça en tête. Et il y a aussi le service juridique et le service de la gestion du territoire qui se sont toujours fait un devoir de mettre ces règlements-là à jour et de publier les mises à jour sur ces règlements-là. Donc, c'était essentiel que la carte interactive soit toujours à jour le plus possible. Donc, on ne voulait pas introduire là, un délai de plus là, dans le traitement là, des mises à jour des règlements. Donc, c'est ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a développé d'autres outils avec FME pour permettre une mise à jour beaucoup plus aisée des règlements, des données dans la base de données là, sur le zonage là, avec ces outils de mise à jour-là. Un autre enjeu, c'était que, évidemment, on a tenu compte là, qu'on ne peut jamais là, remplacer un inspecteur municipal là, juste par une carte interactive. Là. Fait que, c'est les capacités à comprendre les besoins spécifiques des citoyens, puis interpréter les articles, tout ça. Fait qu'on a gardé ça en tête en disant, OK, on bâtit un outil pour répondre tout simplement aux questions les plus fréquentes là, des citoyens, puis des promoteurs et autres professionnels. Donc, ici, on voit les principaux outils utilisés là, pour le développement de cette carte interactive-là. Donc, ArcGIS Enterprise pour la gestion de la base de données géospatiale, le stockage et la gestion. ArcGIS Web App Builder pour développer la carte interactive. Puis, 3 Workbench FME pour
Un premier pour la mise à jour des données géospatiales de façon plus rapide. Donc, pousser des nouvelles grilles d'usage, par exemple, au complet, pousser des nouveaux usages permis aussi pour une zone. C'est le genre là, de workbench qu'on a fait ici. Un autre, comme je disais tantôt, là, pour la fusion des deux couches, puis un dernier là, qui permettait de faire le lien entre PG permis, là, puis prendre tous les permis où il y a construction et les soustraire là, au code 9100, le terrain vacant du rôle d'évaluation, pour ne pas donner de faux espoirs aux gens qui cherchent un terrain vacant puis qu'il y a déjà un permis de construction là, d'émis sur ce terrain-là. Donc, automatiquement, là, on le considère non vacant. Dans notre contexte de ville, en tout cas, parce qu'il y a vraiment un manque là, flagrant de terrain disponible. Donc, je vous le montre un petit peu plus en détail, c'était quoi ces workbench-là. Celui de la mise à jour des données géospatiales, en entrée, c'est la nouvelle grille du règlement qu'on convertit en format Excel parce que c'est beaucoup plus facile à travailler là, avec FME. Et donc, voici ce que ça a l'air ici, là, une grille des spécifications, là, communément appelée grille d'usage par beaucoup de monde, beaucoup de municipalités. Ici, elle est très schématisée là, pour permettre facilement l'interprétation du règlement, mais vraiment pas bien structurée pour être stockée dans une base de données. Parce que vous voyez, il pourrait y avoir beaucoup d'usages permis pour les mêmes caractéristiques, là. Donc, ce que le workbench fait, c'est justement tout interpréter cette grille de spécification-là, va extraire le numéro de la zone, va extraire les différents, puis c'est ce qu'on voit en bleu ici, là, extraire les différents usages permis, puis extraire les relations et les notes, là, en fait, qui sont pour chaque grille de spécification. Puis en plus, ces grilles-là, des fois, ils peuvent se tenir là, sur 2 pages, là, parce qu'il n'y a pas assez de colonnes là, pour mettre le nombre de caractéristiques différentes. En tout cas, FME nous permet finalement de convertir toute cette grille d'usage-là et stocker les données dans la base de données dans 3 tables différentes. Puis, juste pour les adeptes de FME, là, parce que je ne veux pas montrer là, un workbench au complet, là, vous êtes trop habitués, mais juste pour vous dire que c'est une série là, de transformers, là, attribute splitter puis substring extractor qui ont été utilisés là, pour extraire les données de ça. Ensuite, construire la base de données SQL et en sortie 3 tables sur SQL Server. Voici un exemple de ce que ça donne comme requête SQL. Là. Vous comprenez que faire ça à la main, c'était plus fastidieux. C'est un peu pour ça qu'on a généré là, ce workbench-là. Ici, un beaucoup plus simple là, un workbench qui permet justement là, de faire la fusion en 2 couches. Là. Assez simple. Là. On a un zonage municipal à l'entrée. On a nos 3 tables que je parlais tout à l'heure là, pour classe d'usage. On a notre couche de propriété qu'on fusionne ensemble pour en faire une seule couche qui va être disponible dans Web App Builder pour la recherche. Et finalement, le 3e workbench qu'on a fait pour ce projet-là, c'est, comme je disais tantôt, pour prendre un fichier Excel des permis. Vous voyez les codes de permis, là, construction et construction fondation, où on va associer le matricule aux propriétés, puis soustraire ces propriétés-là des propriétés qui auraient un code 9100 là, de terrain vacant dans les propriétés. Pas plus compliqué que ça. Puis ici, un petit aperçu là, de la première écran qu'on voit quand on ouvre l'application. D'ailleurs, vous voyez le lien depuis tantôt, j'imagine, pour les plus perspicaces là, qui ont vu le lien sur
la carte interactive, fait qu'elle est disponible grand public, donc n'hésitez pas là, à vous en espérer là, si vous le souhaitez. Donc, on voit ce qu'on peut faire là, avec cette carte interactive-là, localiser une zone par son numéro, par des usages, par des codes d'usage et par propriété, puis des critères différents là, sur la propriété, puis finalement aussi multicritères. C'est ce qu'on voit ici, là, un premier aperçu là, des fonctions de recherche qui était très facile à faire pour des exemples comme recherche par numéro de lot, matricule, groupe d'usage, classe d'usage, parce que c'était chacun leur couche. Mais là, ici, si on fait une recherche multicritère, c'est là que je vous montre un peu plus en détail ce que ça permet de faire ici. Par exemple, on a une recherche de classe d'usage jumelée à des critères, par exemple, comme la superficie, donc superficie minimum, maximum, si le terrain est vacant ou non, si on a besoin des services qui soient déjà inclus là, sur le terrain, si le propriétaire est la ville de Victoriaville ou pas. Ici, c'est un exemple vraiment réel là, qui est arrivé, un citoyen qui cherche une façon d'implanter une nouvelle garderie. Elle dit où j'ai le droit d'implanter une garderie. C'est dans le code P1 Administration publique et éducation qu'elle voulait un terrain de telle grandeur, vacant avec les services. Et en cliquant sur Appliquer, il y a 2 terrains finalement qui ressortent de la ville. Fait que vous voyez qu'il n'y a pas énormément là, de terrains disponibles. Là. En tout cas, dans cet exemple-là, il en est sorti 2 et les gens, les utilisateurs peuvent là, questionner plus spécifiquement les terrains, là, puis voir quels sont les propriétaires de ces terrains-là, et toutes les valeurs publiques là, au rôle d'évaluation qui sont présentées là publiquement. Et on peut en plus aussi questionner le zonage, donc la zone, et voir la grille spécifique. Ici, je montrais un exemple à côté là, des couches qui peuvent être allumées et éteintes. Donc, à la page suivante, c'est comme si je cliquais ici sur le lien vers la grille d'usage et je vois dynamiquement la grille d'usage se générer à partir des données qui sont dans la base de données qui, comme je vous l'ai expliqué, ont été mises à jour à partir de traitements automatiques là, par FME. Donc, un petit récapitulatif. J'espère que je suis encore dans les temps. Et juste pour dire là, que les objectifs visés étaient d'informer directement les citoyens, minimiser les interactions avec les différents intervenants municipaux, alléger la tâche des inspecteurs au permis et leurs patrons, là, urbanistes, directeurs, etc. Parce que historiquement, c'était beaucoup les promoteurs qui allaient voir directement les directeurs et les urbanistes là, pour poser leurs questions puis répondre à leurs questions. Puis, franchement, cette application-là répond à la plupart des questions. Diminuer le nombre de visites aussi à l'hôtel de ville. C'était en plein contexte de pandémie là, que cette demande-là avait été faite, fait que c'était un des objectifs. En plus de réaliser la plupart de ces objectifs-là, on a constaté là, vraiment un bon ratio là, effort technique versus retour sur investissement. Fait que en investissant un peu sur le développement de cette application-là, parce que c'était assez rapide à développer, et ces workbench-là aussi. Donc, on a tout de suite senti l'utilisation des utilisateurs et l'engouement là, pour cette application-là qui est arrivée là, pour les promoteurs, pour les agents d'immeubles qui ont communiqué tout de suite avec nous là, pour nous signifier qu'ils étaient bien contents d'avoir cette application-là. Il y a d'autres municipalités aussi là, qui ont communiqué avec nous pour dire hey, on veut ça. Nous autres aussi, avec quel fournisseur vous avez fait affaire pour pouvoir avoir ça, etc. Fait que, finalement, on a dit qu'on a développé nous-mêmes. Transparence des organisations. Ça, c'est vraiment un bénéfice intéressant parce que c'est probablement le plus intéressant. Parce qu'avant, toutes les questions étaient posées là, vraiment à différents niveaux là, à la ville, soit
aux services aux citoyens, soit aux inspecteurs au permis, aux directeurs, aux urbanistes, tout ça, et même parfois aussi, souvent à la Corporation de développement économique. Fait que toutes ces réponses-là, ces gens-là n'avaient pas nécessairement devant eux les mêmes réponses, les mêmes données. Fait qu'ils ne pouvaient pas nécessairement donner tout le temps les mêmes réponses de façon équitable. C'était plus à un promoteur qui connaît plus le directeur, qui avait plus de réponses, etc. Fait en faisant ça de cette façon-là, ben là, tout le monde a les mêmes réponses, tout le monde a les mêmes données devant eux, puis tout le monde est traité de façon équitable de cette façon-là. Fait que je vous remercie beaucoup de votre attention, puis je voulais remercier aussi beaucoup François et Consortec là, pour nous avoir donné l'occasion de présenter cette application-là. C'est bon. Merci, Daniel. Je sais pas. À date, il n'y a pas de questions qui sont sorties dans le chat. Peut-être s'il y en a qui ont des questions, ou peut-être à ce moment-là, on pourra y revenir à la fin. Tu étais right on time, Daniel, donc merci aussi. Merci. Personnellement, j'aime beaucoup ton élément de bon retour, effort technique versus retour sur l'investissement. Là, je pense que c'est souvent important de le prendre en compte. Des fois, quand vous voulez vendre des projets à vos décideurs, si justement vous êtes capable de vendre des projets qui ne sont pas extrêmement, qui ne sont pas si intensifs que ça en effort technique, développement ou acquisition de nouveaux logiciels, là, moi, personnellement, je trouve ça toujours super intéressant. Donc, sur ce, je vais passer la parole et surtout la présentation à Lucie Boucher de la ville de Terrebonne. Je vais prendre le partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait. Donc, ceux qui ont assisté à la World Fair FME vont reconnaître les gabarits de présentation qu'on a utilisés. Donc, bonjour, mon nom est Lucie Boucher. Je vais vous présenter donc le portail FME qu'on a développé. Et voilà. Donc, j'ai travaillé sur cette présentation-là avec mon collègue Patrice Marseille. Nous venons tous les deux de la ville de Terrebonne. Quelques mots à propos de Terrebonne. On est la 10e plus grande ville au Québec. Notre population est de 117 000 habitants, 158 km² de superficie. Notre département de géomatique est très jeune. On a été créé en 2016. Notre équipe actuelle compte 5 personnes et on espère passer à 8 d'ici la fin de l'année. Donc, qu'est-ce que c'est le portail FME? En quelques mots, c'est un front-end francophone qu'on a développé pour accompagner FME Server. On l'a pensé de façon à être le plus simple possible. Notre objectif, c'était vraiment de minimiser le nombre de clics. On le voulait aussi responsive. On voulait que ça puisse être utilisé sur le terrain par des partenaires externes, par des consultants. Vraiment, là, élargir l'accès à FME Server. Donc, d'où est venue l'idée? Premièrement, on avait beaucoup de demandes pour des projets et spontanément, ces projets-là, on les analysait avec les outils qu'on connaissait habituellement, les applications cartographiques comme du Collector, ForkGIS, du Survey123, du JMap Mobile aussi. Sauf que dans plusieurs cas, on se retrouvait à devoir acheter des comptes d'utilisateurs. Et quand on est rendu à devoir acheter 100-150 comptes d'utilisateurs pour un besoin, les coûts d'acquisition devenaient complètement disproportionnés par rapport aux bénéfices du projet. Donc, on a beaucoup de projets qui ont été repoussés ou annulés. Là, notre équipe, on s'est ramassé un peu avec une réputation de manquer d'agilité et on n'aimait pas ça. À côté de ça, on avait aussi, donc on a une application cartographique à l'interne qui est utilisée par plusieurs centaines de personnes à la ville. Mais pour certains utilisateurs, c'est trop complexe. Et peu importe le nombre de tutoriels ou de formations qu'on va leur donner, peu importe le nombre de fois où on s'assoit avec eux pour leur montrer, ils vont pas. Ça bloque. Ces personnes-là ont toutes les données, tous les outils qu'il leur faut pour répondre à leurs besoins, mais ils y vont pas. Et à chaque fois qu'ils ont un besoin, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous appellent, ça ouvre une demande chez nous. Évidemment, nous, ça crée une surcharge sur nos tâches. Eux, ils sont non autonomes. On a des délais dans la résolution de la demande. Donc, ils sont pas contents. On n'est pas content. Personne n'est content.
Et donc, on avait ces deux problèmes-là et on s'est dit, on avait le sentiment que FME Server pouvait nous aider. Le problème, c'est qu'FME Server est uniquement disponible en anglais. Et on sait qu'au Québec, avec la loi 101, on est tenu de donner des interfaces francophones à nos employés. Donc, on a cogité là-dessus. Et donc, moi, je travaillais avec Patrice, mon collègue, et on est venu avec l'idée de développer une espèce de front-end qui pourrait interagir avec FME Server et qui serait très, 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 très simple. Donc, avec Patrice, on a fait surtout le volet analyse fonctionnelle et on a donné un mandat à Tran chez Consortec qui s'est occupé un peu de la phase développement. Et on est arrivé donc avec cette application qui est entièrement web, donc une petite page d'accueil très simple, un login, mot de passe, et quand on se connecte, on accède donc à une one-page app, tout simplement, qui est divisée ainsi. Donc, la partie du haut, on voit des icônes, et ces icônes-là, c'est un peu des catégories, des sujets de script. Et quand on clique sur une icône, on a ensuite la liste des tâches que les utilisateurs peuvent vouloir accomplir. Et quand on clique sur une tâche, on a un formulaire. Les utilisateurs rentrent les paramètres, cliquent sur le bouton « Démarrer l'application » et ça envoie une requête à FME Server et eux vont recevoir là, habituellement un retour soit par courriel ou dépendamment de comment on a paramétré les workspaces en arrière. Donc, tout ça est responsive, ça s'affiche très bien sur téléphone mobile. C'est très fonctionnel aussi. Ce qu'on doit dire sur la DMZ, est-ce que mon écran est toujours partagé? Parce que là, j'ai eu un changement ici. Là. Je sais pas si c'est bon. François, je ne sais pas si... Ton écran est toujours, partagé. OK, parfait. Je ne sais pas si c'est moi, donc, c'est ça. Donc, le front-end est la seule chose qui est dans la DMZ. Oh, parfait. OK. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que tout est encore protégé par le firewall. Il n'y a que le petit portail qui est dans la DMZ. Quoi d'autre? Ce qu'on doit dire aussi, c'est que tout est géré par FME Server. Donc, les accès, les logins, mots de passe, ce sont les logins, mots de passe qu'on utilise dans FME Server. Les paramètres d'accès au script aussi, je vais en reparler un peu plus tard, mais tout est vraiment, les permissions sont gérées dans FME Server. On a rajouté, on a un petit fichier de config pour gérer 2-3 éléments du portail en tant que tel. Le portail nous génère aussi une table de log. Donc, on sait qui a lancé des scripts à partir du portail. On sait si ça a fonctionné ou pas. Donc, on est capable de faire une petite analyse là, à partir de ça. Ensuite, je vais parler un petit peu des catégories ici. Donc, mes icônes dans le bandeau bleu. Ça correspond en fait à des repositories, tout simplement. Et ce qu'on voit, c'est que toute la configuration du repository est vraiment reproduite dans le portail. Donc, le nom est identique. On s'est mis ici dans la description du repository. On commence par mettre une petite icône entre brackets. Et ça fait référence à l'image qui est utilisée. La description textuelle, les hyperliens se retrouvent là. Les workspaces en dessous, bien, on voit qu'il y a vraiment une correspondance là, identique. Et comme je disais tantôt, les permissions aussi sont associées. Donc, si vous avez accès à un repository et qu'on a mis l'icône et tout, bien, vous allez voir le repository dans le portail FME. Si vous n'avez pas accès, le bandeau reste bleu, il n'y a juste pas d'icône qui apparaît. Ensuite, on a travaillé sur les workspaces, donc comment faire en sorte qu'un workspace soit intéressant dans notre portail. Donc, ce que Tran a amené, c'est qu'on travaille beaucoup dans la fenêtre des paramètres du workspace. Donc, premièrement, si on veut qu'un workspace soit visible sur le portail, il faut y ajouter une petite bracket ici avec le mot « application ». Donc, on le voit là dans la fenêtre ici. Et ça va faire en sorte que le workspace va être publié sur le portail. Il y a des fois où on ne voudrait pas qu'un workspace soit publié. Par exemple, si on a un processus avec un workspace parent qui appelle des workspaces enfants, etc., un processus en cascade, ça ne donne rien que les workspaces enfants soient sur le portail. On veut juste la requête initiale, dans le fond. Ensuite, on peut rajouter des petites brackets pour spécifier l'icône qu'on va utiliser. On a la possibilité de spécifier le mot « test » pour dire si on veut pointer vers notre BD de production ou de test, utile là, quand on fait du développement. La description aussi, donc on peut écrire du texte qui s'en va là, vraiment en dessous quand on déploie le script là, pour, à titre indicatif, là, expliquer à quoi sert le formulaire.
Dans nos formulaires, on peut utiliser la plupart des paramètres de base, donc des noms, du texte, des listes de choix, des dates. Il y a beaucoup de petites configurations qui sont intéressantes. Donc, par exemple, pour un nombre, on peut mettre des intervalles, on peut mettre des valeurs par défaut, les calendriers ici fonctionnent pour les dates. On l'a vraiment pensé le plus simple possible. On voit qu'il y a les petits astérix rouges qui s'ajoutent parfois à côté des noms des paramètres. Ça indique qu'un paramètre est obligatoire. Donc, c'est vraiment le petit crochet optional ici qui détermine s'il y a ou non un astérix. Et si la personne lance une tâche et n'a pas rempli un paramètre obligatoire, elle va avoir un petit avertissement. Donc, la tâche ne part pas à FME Server tant que le formulaire n'est pas complet. Ensuite, on a demandé à Tran de nous travailler des paramètres personnalisés pour vraiment optimiser, faciliter nos formulaires. Donc, le premier qu'on voulait, c'était de pouvoir avoir des menus déroulants qui se construisaient à partir d'une table qui se trouvait dans notre BD SQL. Donc, ce que Tran a développé, c'est qu'on utilise un paramètre de type choice or text. Et dans notre fenêtre toujours de paramètres du workspace, on va rajouter une bracket qui précise que le paramètre qu'on a créé, c'est un menu déroulant. On interroge telle table, tel attribut. Et ce qu'il fait, grosso modo, c'est un select distinct et il va peupler le menu déroulant avec les valeurs qui ont été retournées. On a fait la même chose aussi avec les domaines de valeur des databases d'entreprise Esri. Donc, on utilise beaucoup les domaines de valeur et on voulait pouvoir récupérer les valeurs de ces domaines-là pour peupler des menus déroulants. Donc, même chose, une petite bracket à rajouter et ça va aller lire la table GDB Items là, de la BDSRI. Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que ce paramètre-là, il retourne à la fois le code et la valeur textuelle. Donc, des fois, là, selon le workspace, on peut avoir besoin de un ou de l'autre. Donc là, il retourne les deux éléments là, quand on fait une sélection. On voulait des geometry pickers. Donc, on a des cas où on veut que l'utilisateur soit nous mette un point sur une carte, nous trace un polygone et tout. Donc, on a créé un paramètre de type texte. On lui rajoute une petite bracket ici qui indique quel fond de carte on va utiliser. Est-ce que c'est des géométries simples ou multiples? Et le type de géométrie, là, des points, lignes, des polygones ou une surface vraiment là, tracée à main. Et là, ça donne un exemple là, de ce qu'on affiche. Quoi d'autre? Paramètres pour faire des dépôts de fichiers. Donc, vraiment un drag and drop, on est capable de le paramétrer pour indiquer quelles extensions de fichiers sont permises. Donc, si on s'attend à avoir une image, on ne veut pas avoir un Excel qui soit déposé. On est capable de spécifier aussi la taille maximale des pièces jointes. Là. On ne veut pas se faire inonder par des choses qui n'ont pas d'allure non plus. Donc, c'est vraiment un petit drag and drop très simple avec une petite notion, une petite mention là, quand le fichier a bien été téléversé. Aussi, on a souvent donc des scripts qui vont devoir notifier l'utilisateur par courriel, soit qui envoie un résultat par courriel ou qui lui envoie un message si jamais il y a eu une erreur dans le traitement. Et on ne voulait pas que nos utilisateurs aient à taper chaque fois leur adresse courriel. Donc, on a mis un paramètre, une petite valeur par défaut ici avec un A commercial email et dans le portail, il va aller directement récupérer le courriel associé au compte de l'utilisateur. Donc, on est capable là, de peupler déjà le champ texte. Évidemment, l'utilisateur peut changer, peut rajouter d'autres emails avec des virgules et tout, mais il y a déjà sa propre adresse là, qui est écrite. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation. On a publié récemment une carte sur notre site web qui fait un suivi des passages de balai de rue. On a donné donc à nos contremaîtres 4 scripts qui permettent soit d'ajouter des passages prévus, de changer des statuts. Donc, le passage dans le secteur N dans la semaine du 6 mai, il est complété maintenant. Et à chaque fois qu'il lance le formulaire, bien, ça va mettre à jour là, directement les données qui sont publiées dans la carte. Donc, les citoyens voient vraiment en temps réel là, les infos changer. Le dernier script était là, extraire tous les passages en Excel. On sait que des fois, ils aiment ça, avoir une vue et tout. Quoi d'autre?
Une demande de notre équipe des communications. Eux, ils reçoivent souvent des courriels avec des photos, donc des citoyens qui veulent signaler un problème. Et le problème, c'est que souvent, les photos, ben, il y a très peu d'indications pour savoir où est le problème. Donc, il n'y a rien qui ressemble plus à un nid de poule qu'un autre nid de poule. Donc, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'on leur a donné, c'est un petit formulaire, là, quelques champs là, pour spécifier, pour qu'ils se retrouvent un peu, et vraiment un drag and drop de la photo. Et nous, on va extraire les coordonnées. Là, on sait que les photos avec les téléphones cellulaires, tout ça, ont souvent des coordonnées qui sont intégrées. Donc, on les extrait et on leur retourne une petite JPEG avec un point. Donc là, ils sont capables d'insérer ça dans un rapport, de répondre aux citoyens, de transférer ça à la bonne direction. Suivi du captage dans cartographie mobile. Donc, on a actuellement un projet qui est en cours, un camion là, qui circule dans toutes les rues de la ville pour prendre des images géoréférencées. Et on voulait savoir là, au quotidien quelle rue avait été parcourue, combien de kilomètres, etc. Donc, on a créé un petit script dans notre portail. Le fournisseur, à chaque jour, est capable de nous déposer un ou plusieurs KMZ qui représentent vraiment là, les trajets qui ont été parcourus dans la journée. Et ça nous met à jour une carte donc et des statistiques. Fait qu'on est capable de savoir là, aujourd'hui, il est allé dans quel quartier, il a parcouru tant de kilomètres et tout ça. Mise à jour de données dans Gmap. Donc, on travaille là-dessus actuellement. En ce moment, nous, les données dans Gmap sont mises à jour manuellement et c'est un processus qui, malheureusement, est en bas de notre liste de priorités souvent. Donc, un usager a des données à mettre à jour et ça peut prendre plusieurs jours avant qu'on ait le temps de procéder. Donc, ce qu'on est en train de travailler, c'est vraiment un drag and drop du fichier. On va intégrer un peu de contrôle qualité et on va avoir un appel direct à l'API de Gmap. Donc, ce qu'on vise, nous, c'est qu'en 5 minutes, la donnée, l'utilisateur reçoive un courriel comme quoi la donnée a été mise à jour ou un courriel disant il y a un problème, tes données ont changé de format, sont pas dans la bonne projection, donc appelle-nous, on va travailler ça ensemble. Mais vraiment, là, se décharger de ces tâches de mise à jour-là et rendre nos utilisateurs heureux parce que là, en ce moment, ils attendent après nous et ils sont pas contents. Suivi des déneigements des patinoires, ça, c'est un des exemples de projets dont je parlais au début qui ont été annulés parce qu'on avait trop de coûts associés au compte d'utilisateur. Donc, ce qui nous avait été demandé initialement, c'était que les surveillants de patinoires puissent indiquer si les patinoires étaient déneigées ou non. Pour que les citoyens puissent savoir, ben, je peux me rendre au parc, je peux faire du patin, la patinoire est prête. Mais sachant qu'on a plus de 50 patinoires, qu'on a des fois dans des quarts de travail, donc là, on se rendait à 150, 200 comptes d'utilisateurs juste pour dire, dans tel parc, c'est déneigé, ça fonctionnait pas. Donc, c'est vraiment ce qu'on vise, un petit formulaire, je choisis mon parc, je dis si c'est déneigé. De l'autre côté, une carte interactive, c'est vert si c'est déneigé, c'est rouge si c'est enneigé. Nombre d'électeurs. Donc, un beau petit problème qu'on veut régler avec nos amis du greffe, où à chaque fois qu'il y a des règlements de zonage, il y a potentiellement une élection où les citoyens visés par le changement de règlement peuvent voter et ils ont besoin de savoir à chaque fois combien il y a d'électeurs dans la zone. Donc, des petits formulaires très simples. Choisis ton numéro de zone, clique sur Go et reçois par courriel le nombre d'électeurs dans la zone. Petit développement là, qu'on veut faire prochainement, c'est permettre des choix multiples. Donc, ça, c'est un menu qui est bâti là, à partir de nos tables, à partir d'un Select Distinct. Et le choix multiple actuellement ne fonctionne pas, mais on veut l'activer. On veut pas que, si un règlement touche à 12 zones, on veut pas que la personne soit obligée de retourner 12 fois dans le portail, là, relancer 12 tâches. Les publipostages aussi, donc notre département des coms fait souvent des envois postaux aux citoyens. Et à chaque fois, ben, c'était des traitements manuels de notre côté. Donc, on veut leur donner la possibilité là, de sélectionner une zone, choisir quelques critères et recevoir par Excel là, la liste de toutes les adresses pour leur envoi postal. Donc, si je résume les avantages du portail, ben, nos utilisateurs deviennent autonomes dans leurs demandes, les délais sont réduits,
Ça réduit la charge sur notre équipe aussi. Ça maximise l'utilisation de FME Server, qui était vraiment utilisé seulement par nous 5 là, pour l'instant. Ça nous permet d'ouvrir à l'extérieur de la ville. Donc, on peut avoir des fournisseurs, on l'a vu dans notre projet de carte mobile, des fournisseurs nous soumettent directement des fichiers. On pourrait avoir notre personnel sur le terrain, on pourrait avoir des partenaires aussi, comme les gens de la MRC qui, des fois, ont besoin d'extraire des données chez nous. On a un nombre illimité de comptes avec FME Server. Donc, l'acquisition de licences n'est plus un enjeu qui freine un projet. Sauf qu'éventuellement, c'est sûr, on prévoit une surcharge qui va nous demander d'ajouter des engines à FME. Mais c'est un moindre mal, je vous dirais. C'est très, très simple d'utilisation, même pour notre équipe. On considère migrer même nos propres workspaces sur le portail parce qu'on l'a vu, c'est vraiment très, très simple. Plutôt que se rendre dans FME Server puis naviguer dans l'interface en anglais, avoir nos petits icônes à nous aussi, ça peut être le fun. Et dans tout ça, à chaque fois, on rajoute du contrôle qualité, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, exemple, là, avec les mises à jour de JMap, on en profite pour valider que le contenu des attributs est encore bon, que la référence spatiale est toujours la bonne, etc. Donc, on se rajoute de la qualité, on se rajoute du contrôle, on se rajoute de la robustesse, dans le fond. Des petits éléments à venir rapidement. On veut se rajouter une petite gestion pour les mots de passe. Donc, quand on crée des comptes non liés à notre Active Directory, en ce moment, si l'utilisateur oublie son mot de passe, il n'y a pas de bouton pour dire j'ai oublié mon mot de passe, donc ça manque. Je passe rapidement. Uniformiser un peu les icônes. Donc là, pour l'instant, on partait vite. On est allé chercher des fois des icônes sur des banques gratuites sur Internet et tout. Il n'y a pas d'uniformité dans notre style graphique. Donc, on va travailler un peu ça. Quoi d'autre? Les choix multiples, j'en ai déjà parlé. L'analyse des logs. Donc, je disais qu'on avait une table de logs créée par le portail. On va peut-être avoir un petit dashboard, savoir qui l'utilise vraiment, est-ce que les outils qu'on a publiés servent. Et beaucoup, beaucoup d'autres workspaces qui s'en viennent. On a de la validation de fichiers CAD, probablement des TQC. On veut faire du click, zip and ship. Donc, beaucoup de gens qui nous demandent d'extraire des données là, dans un secteur. Voilà une liste. Je veux les arbres, le cadastre, les rues et peu importe les lampadaires dans tel secteur. Beaucoup de couches à mettre à jour dans JMap, beaucoup d'autres projets aussi. Et bref, on finissait en remerciant Consortec d'avoir jugé que notre portail était digne du prix outside of the box. Donc, merci. Merci beaucoup, Lucie. Puis honnêtement, il est vraiment impressionnant votre projet. Puis vous avez gagné dans votre catégorie. Ça donne qu'on est impliqué dans votre projet, mais ça n'a vraiment pas influencé notre décision. Puis encore une fois, bravo. C'est une utilisation extrêmement, je dirais, pas judicieuse, mais réfléchie de la technologie FME. Puis il y a une question justement d'un membre de l'assistance. C'est quelle version FME Server que vous utilisez? En ce moment, si je ne me trompe pas, on est sur 2019.1. 2019.1. Excellent. Encore une fois, merci beaucoup, puis félicitations. Et puis, merci. Pour terminer, je vais... là, je suis dans mon mode question. Je vais passer le micro à Danny Gauthier d'Hydro-Québec. Le dernier, je vais dire, et non le moindre, donc qui ont une utilisation assez particulière de FME. Donc, Danny, la parole est à toi. Merci François. Je vais partager mon écran. OK. Est-ce que vous voyez mon écran ou? Oui. OK. Oui, le partage, c'est bon. Bon, aujourd'hui, je vais vous emmener à quelque part d'autre, un petit peu. Là. Fait que moi, j'utilise FME pour faire le contrôle qualité de mesures par lasergrammétrie là, pour vérifier les structures de pont roulant. La structure de la présentation, on va regarder vite les besoins, les méthodes de mesure retenues, comment est-ce qu'on fait la mesure dans une centrale, la problématique du contrôle des mesures. On va regarder les 5 workbench qui servent à faire notre contrôle de qualité. Vite, un exemple d'analyse, puis à la fin des questions, là, s'il est résistant. Fait que les ingénieurs à Hydro-Québec, ils ont besoin d'établir un bilan de santé des ponts roulants. On a des centrales hydroélectriques qui ont été bâties en 1930-1940.
on peut comprendre pourquoi ils ont besoin de savoir si les structures sont encore d'aplomb, puis si les rails de pont sont au niveau, parce qu'ils supportent des grosses charges, puis c'est important pour rencontrer des spécifications des manufacturiers. Fait qu'il faut déterminer les caractéristiques dimensionnelles, c'est-à-dire la distance entre les poutres. Puis aussi, il faut faire un suivi dans le temps. Ça peut être récurrent aux 2 ans ou 6 ans, ça dépend des centrales. L'objectif, c'est de permettre aux ingénieurs là, de faire une analyse de la charpente qui soutient les ponts roulants. La méthode retenue pour faire les mesures, c'est un choix de rapidité. On a décidé de faire de la lasergrammétrie. La numérisation des points d'inspection qu'ils veulent là, sur les colonnes, il faut que ça soit à plus ou moins 3 mm. C'est les exigences des ingénieurs. Nous, on a fait affaire avec un partenaire externe pour la lasergrammétrie, mais nous, on fait de l'auscultation topographique à longueur d'année, fait que on utilise des instruments pour valider à des points ponctuels puis rattacher les nuages de points sur notre réseau géodésique, si on veut, un petit peu dans nos centrales. On a des pendules inversées qu'on appelle, c'est des fils à plomb ancrés dans le roc en dessous de la centrale. C'est très stable. Fait qu'on attache tout ça ensemble comme ça d'année en année. On peut valider si la structure bouge. Je n'irai pas trop en détail là-dedans, c'est pas ça qui est important. Ça, c'est une centrale qui a 800 mètres de long. On voit chaque colonne ici. On voit les baïonnettes ici. C'est le haut d'une colonne qui est plus petit un petit peu. Puis on voit les fermes de toit. Là, ici, on voit juste les 2 tiers de la centrale. Il y a un autre tiers à l'arrière de nous. Fait qu'il y a beaucoup de points d'inspection à mesurer là-dessus. Puis cette centrale-là, il y en a à peu près 6000 à mesurer. Ça, c'est une autre centrale, un petit peu moins grande, mais ici, on voit la prise d'eau de ce côté-là. Pardon, ça, c'est la centrale de ce côté-là. Puis ici, c'est la prise d'eau. Il y a un pont roulant ici de ce côté-là. Puis il y a des ponts roulants de ce côté-là. C'est la même chose. Elle a à peu près 4000 points à vérifier. Ça, c'est un scan de numérisation d'une centrale, là. Moi, ça me parle, là, mais pour ceux que ça ne parle pas, c'est une numérisation, c'est un instrument qui envoie une impulsion laser, puis il y a un retour qui revient, puis l'intensité du retour est coloriée en fonction de sa valeur. Donc, si le retour est très fort, il va avoir une couleur verte. S'il est très faible, il va avoir une couleur rouge. Ici, je ne sais pas si vous voyez là, les turbines qu'on voyait tantôt sont ici, puis ici, il y a 2 travailleurs là, qu'on peut voir ici. Fait que ça ressemble à ça, une numérisation. Là, il faut aller, c'est un nuage, là, mais qui est très réel pour nous autres. Il faut aller chercher des petits points ponctuels là-dedans. Puis, en tout cas, c'est pas évident. Fait qu'on utilise le FME pour faire ça. Les points d'inspection qu'on va chercher, c'est des exemples. Nous, on définit une surface sur un rectangle qui délimite une surface sur une portion qu'il faut inspecter, puis on va juste sortir la coordonnée X ici de ce point-là. Pour une colonne de pont roulant, on va sortir en Y. En Z, on va sortir le dessous de la colonne ici. On va sortir le côté en X, puis l'autre face en Y. C'est comme ça dans le nuage de points qu'on va aller déterminer les valeurs d'inspection. Ça ici, c'est un exemple c'est un cadre qu'on appelle, c'est la centrale où je parlais, il y avait la centrale de la prise d'eau qui est double, il y a un pont roulant ici, il y a un pont roulant là. Ça, c'est tous les points d'inspection. C'est un nuage de points, là. Il est déjà délimité un peu juste au cadre qu'on voit. On le voit dans un logiciel spécialisé. Tous les petits points, tous les petits tags qu'on voit ici, ben, c'est les points d'inspection typiques qu'il faut aller vérifier. Puis dans le nuage de points, ben, il y a des artefacts, il y a des choses qui changent. Fait que ça vient long à vérifier manuellement. Un des produits finaux là, que notre partenaire externe nous donnait, c'est un merveilleux tableau Excel qui a 163 colonnes avec 103 rangées, puis qui est structuré d'une façon que les X, Y, Z est sur 3 lignes différentes. Ça vient, là, je l'ai coupé un petit peu, là, je vais juste me montrer les 4 coins. Ça vient très lourd à utiliser, mais les ingénieurs, depuis 2010-2013, c'est avec ça qu'ils travaillent, fait qu'il fallait reproduire ça. Fait que la problématique du contrôle des mesures, au début, on était tributaire du partenaire externe. Même si on avait les mêmes logiciels que le partenaire externe, on n'avait pas les connaissances pour les utiliser puis essayer de valider ce qu'ils nous donnaient. Puis avec la quantité de points qu'il y avait, le premier projet en 2013, je pense qu'il avait pris 10 mois à livrer, puis nous autres, on n'était pas capables de vérifier. Entre-temps, on a décidé de faire affaire avec un partenaire interne Hydro-Québec. Oui, Hydro-Québec, c'est immense. Il y a beaucoup de départements, puis on a de l'externe, on a de l'interne. Eux autres, ils ont changé de logiciel.
fallait toujours faire une bonne validation, peu importe le partenaire et le logiciel, fait que la solution, c'est FME. Fait on a développé 5 workbench. Le premier, il prend notre beau tableau Excel qui était livré, puis ça, c'est toutes nos coordonnées pour les points d'inspection, à peu près des 6000 points. Puis, on le transforme en un fichier comme ça. Je vous montrerai pas le workbench que j'ai utilisé. Je me suis inspiré des FMEpedia, là, fait que j'ai pas de mérite, là, mais si vous voulez en voir un qui transforme un fichier Excel en un fichier CSV qui est un petit peu plus facile à lire, là, c'est le nom du point X, Y, Z, la face à inspecter, Y, Z ou X, la dimension de la plaque rouge qu'on voyait, puis le cadre 1 ou le cadre 2. Bref, pour chaque point, on a l'information qu'il faut qu'on utilise en FME. Le deuxième workbench que j'utilise, il y a une quantité phénoménale de points. Il faut réduire ça, sinon on n'est pas capable de traiter avec FME. Le seul ici, on va faire, ce que je fais, c'est que je prends chaque point d'inspection, puis je crée un buffer en 3D. La petite passe là-dedans, c'est qu'un buffer en 3D pour faire un clipper, après ça, c'est pas rapide, fait que je fais juste faire un bounding box replacer et un solid dissolver pour avoir des formes géométriques qui sont plus faciles et plus rapides dans le traitement d'FME pour aller extraire vraiment juste des portions de points que j'ai besoin là, pour dégarnir un peu mon nuage de points parce qu'il est vraiment trop lourd. Fait que ça donne ça dans FME. On fait des clippers sur le cadre que vous voyez qui est en jaune tantôt. Ça, c'est des petits nuages de points qui c'est plus concentré dans les sections qu'on veut vraiment inspecter ou ce qu'on va aller extraire d'autres informations plus tard. L'autre workbench, on ne le veut pas beaucoup, c'est le principal. Si on voit les trois couleurs, là, principalement, là, il y a 3 traitements pour le X, le Y, le Z là, qui est différent, mais il fait 3 fois la même chose. La première étape du workbench, c'est encore une fois avec le point d'inspection. Là, je vais aller chercher un plus petit polygone là, pour vraiment aller extraire la grandeur de la plaque qui a été définie, là, les plaques rouges, les points d'inspection. Ça va tout extraire. C'est tout des clippers en 3D. Ça l'extrait ici, là, c'est un nuage de points typique qu'on voit. Puis là, la petite plaque en jaune ici, c'est vraiment ce que le workbench va chercher. Il va aller extraire cette portion-là. Ça, c'est le côté d'une colonne, c'est en Y. Ici, c'est en X, pardon. Ça, c'est en Y. Puis ici, c'est en Z, c'est le dessous d'une ferme de toit. Mais on voit que dans les nuages de points, ici, là, celui-là, on voit qu'il y a un petit creux entre les deux. Il y a des points laser, c'est vraiment 2 plaques. Il faut aller contrôler, voir si on mesure vraiment la bonne chose. Ici, si ma plaque avait été un petit peu plus basse, ça, c'est un tuyau qui a été rajouté pour faire passer un câble réseau. Le câble réseau, il est tout petit, c'est sûr, mais pour le protéger, ils mettent des gros tubes en acier ou en aluminium. Donc, les réseaux passent là-dedans. C'est pour ça qu'il faut faire du contrôle de qualité parce que des fois, les éléments dans la centrale, ils changent. Le workbench, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il va calculer pour chaque cadre. Ici, j'ai le numéro de cadre en bas. Il va calculer les points, les coordonnées des points d'inspection, puis on a des seuils. On va valider 3 choses. On va valider la quantité de points qu'il y a dans une plaque. S'il n'y a pas assez de points, on va le flaguer en rouge. Ça allume un flag à l'ingénieur. Si l'écart type est trop grand, on regarde une surface en X. Si l'écart type est trop grand, ça veut dire qu'on n'a pas une surface plane, c'est pas un bon point d'inspection, ou il y a peut-être du garbage. Fait que ça nous permet, puis on compare aussi avec le déplacement antérieur. On a une coordonnée initiale en 2013, on vérifie avec les autres coordonnées. Quand c'est rouge, ben, ça allume un flag. Ça veut dire, ben, la mesure de ce point-là est peut-être pas de bonne qualité, il faudrait peut-être aller vérifier. La petite passe qui fait pour la colonne F ici, là, on vérifie aussi la superficie de la plaque qui est la quantité de points qu'il y a dans la superficie de la plaque. Pour ça, je fais, pour faire une petite passe en Z, ça va bien. On fait un 2D forcer, on fait un all replacer comme un élastique alentour des points, puis on compare la superficie de la plaque originale avec la superficie des points laser, puis ça nous donne la superficie de la plaque qui était mesurée. Mais avec le X et le Y, il faut invertir le Z avec les Y, puis le X avec les Y pour quand on fait le 2D Forcer, on peut faire un All Replacer parce que le All Replacer ne marche pas en 3D dans tous les axes. En tout cas, dans la version 2019, il ne fonctionnait pas. Là. Ça a peut-être été changé. Fait qu'on compare la superficie de points couvertes
de la plaque par les points. On n'aura jamais 100% parce que j'ai des points, je suis un hole replacer, puis c'est sûr que j'ai pas des points dans chaque coin exactement de la plaque. En plus, le Workbench, qu'est-ce qu'il sort? Il sort un fichier de points spécifique, un point LAS pour chaque plaque d'inspection. Puis comme ça, ici, si on voit là, le point 25 ici, il flag rouge, ben là, on peut l'ouvrir dans un logiciel spécialisé, puis on peut aller l'inspecter manuellement. Ça, c'est le dernier Workbench. Fait qu'il, lui, il part du fichier Excel que je viens de vous montrer. Il va créer un méga fichier CSV avec 163 colonnes que lorsqu'on l'ouvre dans Excel puis qu'on sépare les données, ben, on trouve le merveilleux fichier Excel que les ingénieurs utilisent auparavant. Ça, c'est des exemples d'inspection, d'analyse que les ingénieurs font. Là. Ici, on voit les points d'inspection dans cet axe-là. Et là, inquiétez-vous pas, c'est pas croche, c'est que la colonne qui est plus basse n'a pas les mêmes dimensions structurelles que la colonne qui est haute. Les ingénieurs, ils savent c'est quoi les offsets. Avec ça, ils sont capables d'analyser si les colonnes sont d'aplomb dans les deux axes. Ici, on a un exemple pour les fermes de toit. Encore une fois, il y a 25 mm. Là, c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas au courant de la structure, mais il y a peut-être une plaque de 1 pouce, ça, c'est 25 mm qui est là. Fait que ici, on voit le niveau des fermes de toit. Fait que les ingénieurs utilisent ça pour valider les structures. Puis là, tu sais, ce qui est important, nous autres, c'est d'assurer la qualité de la mesure d'un nuage de points. Il y a à peu près 10 000 points là, de ces deux centrales-là. Puis quand ça revient aux 2 ans, faire ça manuellement, là, c'est affreux. Fait qu'avec le fichier Excel qu'on sort avec ce fichier-là, ben, on est capable d'aller pointer où quand c'est pas vert, on regarde si c'est correct précisément chaque point. Fait qu'on fait un petit ménage final à la fin. Puis dans ce temps-là, ben, on est capable de donner une bonne qualité de mesure aux ingénieurs pour faire leur analyse. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que j'ai été vite un peu, là. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, même des insultes, on peut les prendre. Ben, merci beaucoup, Danny. C'est comme on l'a dit, c'est une utilisation moins commune d'FME. Moi, j'ai un commentaire, je n'ai pas une question, mais j'ai un commentaire sur un élément que tu as dit, puis je pense qu'il pourrait s'appliquer à tout le monde. Tu as dit, pour le premier Workbench que vous avez développé, j'ai pas de mérite. J'ai été chercher quelque chose qui avait été développé avant. Je pense que tu as parlé du FME Pedia. Ben, moi, je trouve au contraire, tu as beaucoup de mérite de ne pas avoir réinventé la roue. Tu as utilisé ce qui avait déjà été fait. Donc, on est dans le mode minimum d'effort pour maximum de résultats. Donc, personnellement, j'apprécie cette façon de travailler-là. Donc, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je voudrais tous vous remercier, les trois firmes, je vais dire, retenues ou nominées pour vos présentations. Nous, ce qu'on espère vraiment, c'est que ça a pu justement, ben, évidemment, intéresser puis ouvrir l'esprit de la communauté de voir comment on peut utiliser des outils comme FME pour faire toutes sortes d'usages puis de pouvoir justement rendre des services, ben, quand c'est au niveau des municipalités, ben, rendre des services dans le fond à l'organisation même et puis aux citoyens, puis dans votre cas, Hydro-Québec, de pouvoir rendre vos opérations plus efficaces aussi. Donc, j'aimerais remercier Consortec pour cette mention spéciale-là, puis les gens comme François là, qui nous ont permis de présenter notre travail. Bien, merci. Bien, c'était un grand plaisir. Je répète aussi que cette présentation-là est enregistrée. Donc, on va mettre le lien sur notre site web sous peu. Puis, bien, écoutez, il me reste juste à vous remercier tout le monde, autant les présentateurs que les participants. Puis, on se revoit l'année prochaine, très certainement, pour une autre version des prix Excellence FME qui sera à ce moment-là, la 2022. Donc, merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Merci.